La nuit tombe sur l'océan Pacifique, et si vous écoutez bien, par-delà le fracas des vagues contre les falaises de roches noires, vous pouvez entendre le son métallique et sourd d'une ère qui bascule. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que la géopolitique n'est qu'un jeu d'échecs lointain et ennuyeux, joué par des hommes en costume gris, dans des bureaux climatisés, mais je vous promets que ce qui se joue en ce moment même dans les eaux glaciales qui entourent Taïwan et le Japon est tout sauf abstrait. C'est viscéral, c'est terrifiant. C'est l'odeur âcre du carburant militaire, le bourdonnement électrique des radars à balayage qui déchirent le ciel nocturne, et le silence de mort d'un monde qui retient son souffle. Imaginez la scène. Fermez les yeux une seconde et transportez-vous dans les couloirs froids et marbrés du pouvoir à Pékin. L'air y est lourd, chargé d'une tension palpable. Si vous planifiez l'invasion parfaite, le coup de maître ultime qui redessinera les cartes du monde, il y a une règle d'or absolue à respecter. Vous devez avoir la certitude mathématique, froide et implacable, que l'ennemi situé dans votre dos a les mains fermement liées. C'était le postulat de base, le fondement même de la stratégie titanesque de la Chine pour engloutir Taïwan, reposait précisément sur cette hypothèse arrogante. Ils ont regardé les cartes pendant des décennies. Ils ont scruté le Japon avec un mépris dissimulé, un pays perçu comme docile, enchaîné par les fantômes de son propre passé, lié par une constitution et une doctrine de défense passive qui lui interdisaient formellement de frapper le premier. Les stratèges chinois en étaient intimement convaincus. Alors qu'ils déployaient méticuleusement leur immense marine et leurs forces aériennes autour de l'île de Taïwan, transformant la mer en un lac de fer et de feu, ils étaient certains que leurs arrières étaient totalement sécurisés. Ils pensaient que le Japon ne serait qu'un spectateur impuissant, paralysé par ses propres lois, mais ils ont été victimes du plus grand aveuglement stratégique de l'histoire moderne. Car ce Japon, qu'ils croyaient menotté et inoffensif, a tranquillement, dans l'ombre des salles de crise de Tokyo, mis le feu à la doctrine de défense qui entravait le pays depuis des décennies. Honnêtement, même moi j'ai du mal à y croire quand j'analyse la rapidité de ce revirement. Les dirigeants à Tokyo ont complètement abaissé les boucliers diplomatiques. Ils ont redirigé des capacités militaires d'une puissance dévastatrice directement vers le cœur palpitant de la Chine. Ils ont signé des décisions historiques qui ont provoqué une onde de choc à travers tout le continent asiatique. L'objectif n'est plus du tout d'attendre docilement aux frontières que la foudre s'abatte. L'objectif, désormais, est de réduire la menace en cendres à sa source, avant même qu'elle ne quitte les bases de Pékin. Comment une nation insulaire réputée pacifique a-t-elle pu tendre un piège aussi colossal pour mettre Pékin échec et mat à son propre jeu ? Tout est là, caché dans ce nouvel arsenal sombre et meurtrier auquel la Chine est désormais forcée de faire face. Mais avant d'aller plus loin et de plonger dans les détails de cet arsenal terrifiant, il faut que nous fassions une pause. Posez-vous cette question cruciale. Que se passe-t-il quand la nation la plus pacifique du monde décide soudainement de pointer une arme chargée directement sur votre tempe ? C'est fascinant quand on y pense avec un peu de recul. Cela nous offre une perspective profonde sur la véritable nature du pouvoir humain. Le pouvoir, le vrai pouvoir, n'est pas celui qui crie le plus fort ou qui exhibe ses muscles à chaque provocation. Le pouvoir réside dans la retenue absolue. C'est la capacité de dissimuler sa force, de supporter l'humiliation ou la sous-estimation pendant des années, pour frapper au moment exact où l'autre se croit invincible. En politique, comme dans nos propres vies, ceux qui semblent les plus dociles sont souvent ceux qui ont passé le plus de temps à observer nos failles. L'arrogance est toujours le prélude à la chute, et Pékin est en train d'apprendre cette leçon de la manière la plus brutale qui soit. Le silence n'est jamais une faiblesse, c'est souvent une arme en cours de chargement. Reprenons le fil de cette métamorphose effrayante. Le premier pas audacieux a émergé du Japon au printemps de l'année 2026. Le gouvernement de Tokyo a commencé à remodeler le destin de toute l'humanité en jetant littéralement sa doctrine de défense à la poubelle. Des missiles japonais, désormais capables de cibler le territoire chinois, ont été amenés directement sur le pas de la porte de Xi Jinping dès la fin du mois de mars. Préparez-vous à visualiser l'ampleur de la chose. Nous parlons des missiles modernisés de type 12, dotés d'une portée terrifiante d'environ 1000 km, déployés en urgence sur l'île de Kyushu. La décision concernant ce renforcement militaire n'est pas une simple discussion de salon. Elle a été actée, scellée et exécutée. Ce ne sont pas de simples boîtes métalliques que l'on déplace. Ce mouvement chirurgical signifie que Tokyo possède désormais la capacité de frapper directement la Chine continentale, une première absolue depuis des décennies. L'administration de Pékin a violemment critiqué ce plan, la voix tremblante de fureur contenue, avertissant que cela détruirait la stabilité régionale. Mais Tokyo semble n'avoir aucune envie d'écouter ces jérémiades. Et pour cause, une portée de 1000 km place les bases navales côtières orientales de Shanghai directement dans la ligne de mire.
Les batteries de missiles de la province du Zhejiang et les aérodromes militaires grouillants de Fujian sont maintenant des cibles verrouillées. Vous comprenez ce que cela implique ? Cela signifie que lorsque l'armée chinoise s'ébranlera vers le détroit de Taïwan, rêvant de gloire et de conquête, elle ne trouvera aucun port d'attache sécurisé derrière elle. Les immenses navires de transport de troupes chinois, remplis de soldats terrifiés, pourraient être interceptés et détruits à mi-chemin, ou pire, pulvérisés avant même de pouvoir quitter l'écume de leur propre port. Mais le Japon ne se contente pas de bâtir un mur invisible dans les cieux. Le véritable cauchemar pour la Chine se joue en dessous, dans les abysses insondables de l'océan. Les profondeurs marines sont lentement mais sûrement transformées en une zone d'écoute et de mise à mort. La force maritime d'autodéfense japonaise a officiellement mis en service le gigantesque sous-marin JS Shogei. C'est un monstre d'acier impitoyable, le 5e des 8 sous-marins prévus de la classe Taijei, un nom qui signifie grande baleine en japonais. Ce prédateur de 3000 tonnes repose silencieusement au fond de l'océan avec ses 70 membres d'équipage. Imaginez ces hommes, vivant dans une obscurité perpétuelle, respirant un air artificiel, écoutant le chant lancinant des sonars, sachant qu'ils tiennent le destin de l'Asie entre leurs mains. Ce mouvement sous-marin est un élément clé qui pourrait paralyser presque intégralement la capacité de la marine chinoise à atteindre Taïwan. Pourquoi ? Parce que la marine de l'Armée populaire de libération doit obligatoirement emprunter des détroits spécifiques et extrêmement étroits pour descendre dans les profondeurs du Pacifique et imposer son blocus. Le détroit de Miyako ou le canal de Bashi sont des passages obligés, des goulots d'étranglement mortels. Ces 8 sous-marins japonais ultramodernes sont conçus précisément pour se tapir dans l'ombre de ces passages étroits et attendre. Grâce à leurs moteurs diesel électriques avancés et à leurs batteries lithium-ion d'une technologie stupéfiante, ces engins ne laissent absolument aucune trace acoustique. Zéro, un silence absolu. Les navires de guerre de Pékin seront littéralement aveugles en traversant ces corridors. Indétectables par les radars et les sonars chinois, des torpilles lourdes à la puissance dévastatrice pourraient jaillir des ténèbres océaniques et déchirer la coque des immenses navires chinois en une fraction de seconde. Pour un pays qui s'enorgueillit de posséder 3 porte-avions et plus de 400 actifs navals, c'est une perspective glaçante. C'est probablement l'une des raisons majeures pour lesquelles la Chine transpire à grosses gouttes et reconsidère ses plans d'invasion en ce moment même. Mais face à ce silence abyssal et à ces prédateurs invisibles, une angoisse existentielle surgit. Comment pouvez-vous espérer gagner une guerre quand votre ennemi est devenu l'océan lui-même, insaisissable et mortel ? Ceci nous amène à une réflexion inévitable sur la psychologie de l'incertitude et de la manipulation. Dans les grands affrontements, qu'ils soient géopolitiques ou personnels, la plus grande arme psychologique n'est pas la destruction physique immédiate, c'est la paranoïa. C'est l'angoisse lancinante de ne pas savoir ce qui se cache sous la surface. Quand on instille le doute dans l'esprit d'un adversaire arrogant, on a déjà gagné la moitié de la bataille. L'incertitude ronge la confiance. Elle paralyse l'action et transforme les esprits les plus brillants en prisonniers de leur propre peur. Nous voyons cela dans nos propres vies. Les batailles les plus épuisantes ne sont pas celles où nous prenons des coups directs, mais celles où nous attendons, dans le noir, qu'un coup invisible vienne nous frapper. Le Japon a transformé la psychologie de la peur en un mur de défense impénétrable. Et ce mur ne s'arrête pas aux abysses. Car si les sous-marins japonais empêchent la marine chinoise d'avancer, un autre obstacle, tout droit sorti d'un roman de science-fiction, vient verrouiller le ciel. Les armes laser sont désormais de la partie. Le navire d'essai de la force maritime d'autodéfense japonaise, le JS Asuka, a commencé les essais en mer d'un système laser à haute énergie de 100 kW embarqué sur navire. C'est une révolution absolue. Ce système est spécifiquement conçu pour vaporiser les menaces de véhicules aériens sans pilote en quelques secondes. En d'autres termes, les milliers de drones kamikazes chinois, sur lesquels Pékin comptait pour saturer les défenses taïwanaises, pourraient finir carbonisés et jetés dans l'océan par des tirs laser japonais au coût quasi nul. Le Japon utilise 2 modules laser, chacun de la taille d'un conteneur de 40 pieds, pour construire ce cauchemar technologique. Bien sûr, la Chine possède aussi son propre système laser à haute puissance, le LW-30. Le Japon est donc parfaitement conscient qu'il s'engage dans une course contre la montre vitale, une course qu'il ne peut pas se permettre de perdre. L'objectif est d'une simplicité brutale, protéger les défenses côtières contre toute intervention militaire chinoise. Pour y parvenir, l'île historique d'Iwo Jima, située à environ 1200 km au sud de Tokyo, est en train d'être transformée en une forteresse blindée insubmersible. Sentez le poids de l'histoire ici. Cette île volcanique de sable noir a été le théâtre de l'une des batailles les plus sanglantes et les plus féroces de la Seconde Guerre mondiale. Les fantômes du passé y rôdent encore.
Et maintenant, le ministère japonais de la Défense a retroussé ses manches pour en faire une immense ligne de défense flottante en plein cœur du Pacifique. La piste d'atterrissage doit être prolongée en urgence. Les installations portuaires sont renforcées avec du béton armé, et des quais flottants sont construits pour accueillir de massifs navires logistiques. Pourquoi cet effort titanesque ? Parce que les bases américaines et japonaises existantes à Okinawa et Kyushu sont devenues des cibles hautement vulnérables, à portée de la pluie de missiles de croisière chinois. Iwo Jima, en revanche, offre une profondeur opérationnelle salvatrice, hors de portée facile de Pékin. Des avions de chasse japonais y seront stationnés en permanence, tels des faucons guettant leur proie, prêts à fondre instantanément sur toute menace apparaissant à l'horizon. Mais le tableau est encore plus vaste, encore plus étouffant pour Pékin. Le Japon arme massivement l'île de Yonaguni. Cette île est située à seulement 110 km de la côte est de Taïwan. 110 km. Par temps clair, vous pouvez presque voir les montagnes de Taïwan depuis la plage. Des systèmes de missiles solaires de type 03 Shusam y seront déployés d'ici l'année fiscale 2030. Montés sur de gigantesques camions à 8 roues, ces missiles peuvent traquer simultanément des centaines d'avions, de missiles balistiques ou de drones. La militarisation d'une île si proche de Taïwan fait voler en éclats, de manière spectaculaire, les rêves de Pékin de bloquer facilement le détroit. Tokyo tisse également une toile régionale impitoyable, forgeant des partenariats de défense sans précédent avec les Philippines, le Vietnam et l'Indonésie. Les taux se resserrent. Un nouvel anneau de nations, lourdement armé et profondément en colère, est en train de se refermer autour du cou de la Chine en Asie. Pendant que tout ce métal froid s'accumule et que ce mur d'acier s'érige dans le Pacifique, le véritable tremblement de terre géopolitique, celui qui a fait trembler les murs de Pékin, est venu de la scène politique. Le 7 mars 2026, le Premier ministre taïwanais Cho Jung-tai a atterri directement à Tokyo. C'était la toute première visite d'un Premier ministre taïwanais au Japon depuis la rupture de leurs relations diplomatiques en 1972. Officiellement, sur le papier, c'était un voyage privé. Une petite escapade purement personnelle, planifiée, disait-il, uniquement pour assister à un match de la classique mondiale de baseball. Honnêtement, de qui se moque-t-on ? Dans l'arène féroce de la lutte pour le pouvoir mondial, il n'y a pas la moindre place pour les coïncidences. Pékin a perçu cette visite non pas comme une sortie sportive, mais comme une déclaration de guerre pure et simple, une violation directe et humiliante du principe d'une seule Chine. C'était pour eux une provocation sournoise, audacieuse, un crachat au visage sur le chemin de l'indépendance de Taïwan. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiankun, a craché son venin lors d'une conférence de presse glaçante le 9 mars. Cho a été accusé de s'être rendu au Japon en secret, de manière insidieuse, avec des intentions malveillantes. Le ministère a pointé un doigt accusateur vers Tokyo, les accusant d'encourager la rébellion, et a juré que le Japon paierait le prix fort pour ses provocations. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Sun Weidong, a convoqué l'ambassadeur japonais en pleine nuit, ajoutant au drame théâtral de l'indignation. L'administration de Pékin a immédiatement déclenché des sanctions économiques, ajoutant 20 organisations japonaises à sa liste noire de contrôle des exportations. Mais malgré les hurlements du dragon, Tokyo reste de marbre, déterminé à ne pas reculer d'1 millimètre. Une simple partie de baseball qui déclenche la fureur d'un empire. N'est-ce pas absurde ? Mais posez-vous cette question fondamentale. Que se passe-t-il lorsque la ligne rouge sacrée que vous avez tracée sur le sable est soudainement piétinée, et ce, avec un sourire poli ? C'est ici que s'offre à nous une leçon vertigineuse sur la confiance, l'ego et l'illusion du contrôle absolu. Les systèmes construits exclusivement sur l'intimidation, sur la peur de l'autre, sont intrinsèquement fragiles. Ils exigent une soumission totale, car la moindre transgression, le moindre acte d'indépendance, menace de faire s'effondrer toute la façade de leur toute-puissance. Quand vous exigez que le monde entier se plie à votre volonté, un simple acte de liberté devient une menace existentielle. Dans nos relations humaines, c'est exactement la même mécanique destructrice. La vraie autorité n'a pas besoin de hurler à la trahison au moindre faux pas. Seuls ceux qui doutent profondément de leur propre légitimité réagissent avec une telle violence symbolique. Pékin ne crie pas parce qu'il est fort, Pékin crie parce qu'il réalise que son contrôle psychologique est en train de s'évaporer. Et cette réalisation amère ne se limite pas à la diplomatie. Il y a des raisons profondes, des failles sismiques derrière la façade de la Chine, qui expliquent cette détermination nouvelle de Tokyo. Alors que la Chine rêve de bloquer Taïwan, des rapports accablants émergent d'une toute autre région du globe. Le Moyen-Orient. La région du monde la plus impitoyable pour tester l'équipement militaire. Et les nouvelles sont désastreuses pour Pékin. Il est affirmé que les systèmes de défense aérienne HQ-9B, fabriqués en Chine et prétendument vendus à l'Iran, se révèlent être complètement inefficaces, pathétiques même,
face aux avions de chasse américains et israéliens. Bien sûr, la Chine nie officiellement avec véhémence avoir fourni ces systèmes à l'Iran, mais les rumeurs sont devenues un secret de polichinelle. Si cette affirmation est vraie, si ces frappes aériennes au Moyen-Orient ont percé ces systèmes de défense chinois comme s'ils étaient en papier mâché, cela ne signifie qu'une seule chose pour Pékin. La panique, une révision totale de leur stratégie, parce que les médias mondiaux s'emparent de ces informations. Les rapports impitoyables rappellent que les réseaux de radars chinois n'ont pas réussi à protéger le régime de Maduro au Venezuela, qu'ils sont restés aveugles aux opérations indiennes au Pakistan, et qu'ils subissent aujourd'hui le même sort humiliant en Iran. Imaginez la terreur froide des généraux chinois réalisant que les boucliers technologiques sur lesquels ils comptaient pour envahir Taïwan pourraient en réalité être totalement obsolètes. Que l'invasion qu'ils planifient pourrait se transformer en un abattoir pour leurs propres troupes. Cependant, il serait suicidaire de sous-estimer la bête blessée. Même si le Japon blinde le Pacifique, même si la technologie chinoise montre des faiblesses embarrassantes, nous ne pourrons jamais dire que la Chine est un acteur sans risque. Ce serait une erreur d'appréciation fatale. Car la Chine, malgré ses lacunes technologiques et logistiques, continue de se préparer avec une énergie du désespoir pour le scénario du chaos mondial. N'oublions pas le facteur le plus terrifiant de tous, les nombres. La Chine possède la plus grande armée du monde. Nous parlons d'une masse humaine écrasante de plus de 2 millions de soldats. Nous parlons de plus d'une centaine de navires amphibies prêts à vomir des troupes sur les plages de sable. Ils ont la capacité mathématique de créer une barrière navale de 200 km au large de Taïwan. Mais Taïwan n'est pas une cible facile. Sa géographie est un cauchemar pour un attaquant. Des eaux peu profondes traîtresses, des falaises abruptes, un terrain montagneux implacable. Les analystes estiment qu'il faudrait plus de 200 000 soldats chinois pour un scénario d'invasion totale. Un massacre qui pourrait s'étirer sur des semaines d'une brutalité inimaginable. Et le talon d'Achille de la Chine reste sa logistique, comme le ravitaillement en carburant en pleine mer. Pour combler cette faille, Pékin se tourne vers le ciel. L'armée de l'air chinoise est immense, entre 3000 et 3700 avions actifs. Les jets de 5e génération, comme le terrifiant Chengdu J-20 et le Shenyang J-16, sont de véritables machines de mort prêtes à fondre sur Taïwan. Pékin sait pertinemment que Taipei peut être psychologiquement brisé par cette puissance aérienne. Rien que l'année dernière, en 2025, la Chine a commis près de 6000 violations de l'espace aérien de Taïwan. 6000 fois, le hurlement des réacteurs chinois a déchiré le ciel taïwanais pour instiller la terreur. Mais curieusement, cette année, ce nombre a drastiquement chuté. Les experts soupçonnent que ce silence soudain indique que Pékin, acculé, cherche désespérément de nouvelles tactiques. Face à cette immense machine de guerre chinoise, si terrifiante sur le papier mais qui cache peut-être des failles fatales, une question obsédante émerge. Que se passe-t-il quand l'illusion de l'invincibilité se dissipe devant l'échiquier complexe du monde réel ? Cela nous ramène à une vérité essentielle sur la responsabilité de nos dirigeants et sur la survie collective. L'histoire de notre monde n'est pas forgée par des dieux infaillibles ou des destins inéluctables. Elle est écrite par des hommes et des femmes acculés, forcés de prendre des décisions d'une gravité écrasante dans l'ombre du chaos. Quand les dirigeants perdent de vue la réalité, quand ils s'enivrent de leur propre propagande, ils entraînent des millions de vies innocentes vers le bord du gouffre. La stratégie politique n'est pas juste un jeu de drapeaux sur une carte, c'est le poids suffocant de la responsabilité humaine. Chaque missile déployé, chaque sous-marin qui plonge dans l'obscurité est le reflet de notre incapacité chronique en tant qu'espèce à trouver l'harmonie. Nous sommes tous, citoyens de ce monde, les passagers silencieux de ces navires de guerre, dépendant de la clairvoyance de ceux qui tiennent la barre au milieu de la tempête. Et cette tempête est loin d'être terminée, car les efforts pour neutraliser Pékin s'intensifient aussi sur la table diplomatique de manière spectaculaire. Le Japon vient de jouer un coup de maître si audacieux que même les couloirs de Washington en ont tremblé de surprise. Une importation d'énergie inattendue en provenance de Russie. Alors que le détroit d'Ormuz est paralysé par les flammes du conflit au Moyen-Orient, étranglant 20% de la capacité logistique énergétique mondiale, Tokyo, assoiffé de pétrole pour faire tourner son économie, s'est tourné vers Moscou. Le Japon a vu une ouverture. Les États-Unis avaient discrètement signalé un assouplissement partiel des sanctions contre la Russie, et le Japon a sauté sur l'occasion pour tester la solidité de l'alliance entre la Chine et la Russie. En reprenant l'achat de pétrole brut via des projets comme Sakhalin 2, Tokyo envoie un message empoisonné et diaboliquement intelligent à Pékin. Car Vladimir Poutine, embourbé dans sa propre guerre, a désespérément besoin de ses revenus pétroliers pour financer son armée. Il ne coupera jamais le robinet au Japon si ce dernier le paie rubis sur l'ongle. Face à cette situation, la Chine se retrouve coincée, obligée de fermer les yeux sur cette transaction entre son plus grand allié, la Russie, et son nouvel ennemi juré, le Japon.
C'est un coup de couteau diplomatique d'une précision chirurgicale. Et comme si cet étau ne suffisait pas, l'arène politique réserve un dernier choc électrique au régime de Pékin. Oui, vous avez bien entendu. Malgré les guerres qui font rage, malgré la tension insoutenable, les deux dirigeants se préparent pour un face-à-face monumental. L'ordre du jour est lourd, suffocant. Les accords commerciaux, les répliques du séisme iranien, mais surtout, par-dessus tout, la question brûlante de Taïwan. L'objectif américain est clair, regarder Xi Jinping droit dans les yeux et le persuader d'abandonner sa rhétorique enflammée et ses rêves de conquête. Le Japon militarise le Pacifique par le bas, érigeant des murs d'acier et de laser, tandis que les États-Unis tentent d'abattre les dernières cartes de la Chine sur la table diplomatique par le haut. Mettez toutes ces pièces bout à bout. Sentez-vous la pression écrasante de l'étau qui se resserre, des sous-marins fantômes japonais tapant à la porte des abysses, des forteresses de sable noir hérissées de missiles à Iwo Jima, et une pluie d'acier ciblée directement sur les ports de Shanghai. La marine de Xi Jinping, autrefois fière et menaçante, devra désormais traverser un champ de mines sous-marins, aériens et diplomatiques insaisissables, avant même de pouvoir apercevoir les côtes de Taïwan. Alors, face à cette toile d'araignée mortelle, la Chine peut-elle vraiment briser ce blocus et dévorer Taïwan sans déclencher un cataclysme qui engloutirait son propre empire ? Au-delà des missiles, des lasers et des sous-marins, cette immense confrontation dans le Pacifique nous tend un miroir effrayant. Elle révèle la nature éternelle de notre humanité, cette soif inextinguible de domination qui se heurte perpétuellement à l'instinct de survie des autres. Nous construisons des machines capables de vaporiser le ciel, nous nous cachons dans les profondeurs écrasantes des océans, tout cela pour défendre des frontières invisibles, tracées par notre propre orgueil. Ce grand échiquier mondial n'est pas qu'une question de territoire, c'est le reflet de nos propres peurs intimes, de notre refus d'accepter la vulnérabilité. Alors que les nuages s'amoncellent au-dessus du Pacifique, la véritable question n'est pas de savoir qui tirera le premier, mais si l'humanité sera un jour capable d'apprendre de ses propres cauchemars avant qu'il ne soit trop tard. La nuit est encore longue sur le détroit et le monde entier continue de retenir son souffle.